Bonjour ou bonsoir à tous. Je reviens pour parler de mon activité culturelle de la période du 16 décembre au 15 janvier. Quand on est étudiant, on a une vie très active. Entre les cours, les travaux de groupe ou personnels et les révisions d'une part, d'autre part les amis et les sorties, on n'a pas tant de temps pour soi et il y a des choses que l'on met parfois de côté. C'est assez frustrant, on n'a pas le temps, c'est une question de choix également. Moi, entre autres, en fin d'année 2018, c'était le cinéma que j'avais mis de côté. Il y a toujours tellement de films à voir, actuels ou non, et j'ai tout le temps l'impression de ne pas en voir assez. En plus, quand il faut choisir un film, c'est toujours compliqué, on cherche pendant de nombreuses minutes, et puis on abandonne, et au final on revoit un film qu'on a déjà vu 20 fois et qu'on connaît par cœur. Du coup, quand je suis rentré chez mes parents au milieu de décembre, j'ai eu l'occasion de me rattraper. C'est ce genre de moment où je ne sors pas de chez moi, en mode autiste, à engloutir films, musique et jeux vidéo. Ça a notamment donné une période de 5 jours où j'ai pu découvrir 6 films différents, et je vais vous en parler. Le premier jour, j'ai vu Oblivion, film de Joseph Kosinski, avec notamment Tom Cruise et Olga Kurylenko. Film de science-fiction post-apocalyptique qui décrit un monde où une invasion extraterrestre a rendu la Terre inhabitable aux humains, qui se sont quasiment tous réfugiés sur une gigantesque station spatiale. Tous, non, car le personnage de Tom Cruise est l'un des derniers à devoir revenir sur Terre chaque jour pour assurer la maintenance de l'extraction des dernières ressources utilisables par l'homme. Les plans de la Terre dévastée sont sublimes, les rebondissements nombreux et les acteurs globalement très bons. Bon après, le scénario, si on fait exception des quelques très bons twists, est assez bateau. De manière générale, j'ai beaucoup aimé le film, vraiment, même s'il n'est pas extraordinaire. Je suis assez friand de post-apocalyptique et là, ne serait-ce que pour les visuels, ça vaut largement le coup. On passe ensuite au film d'anticipation avec Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, donc le mec qui a entre autres fait Gravity, plusieurs Harry Potter, et le tout récent Roma sur Netflix qui avait fait sensation. Le film a donc comme acteurs principaux Clive Owen et Julianne Moore. Ça se passe au Royaume-Uni, dans un futur proche où les femmes sont toutes devenues stériles. Et c'est pas cool du tout ça. Ça crée plein de problèmes. L'humanité est au bord de l'extinction, quasiment tous les gouvernements du monde ont failli, à l'exception du Royaume-Uni, ce qui crée de graves problèmes d'immigration. Bref, le pays tient, mais est à deux doigts d'une guerre civile dévastatrice. Au milieu de tout ça, le personnage joué par Clive Owen tombe sur ce qui peut sauver l'humanité, à savoir une femme enceinte. Il va donc être chargé de sa protection. Le film date de 2006 et c'est dingue de voir à quel point il est actuel dans son questionnement sur les problèmes de l'immigration. Il aurait pu être tourné aujourd'hui, ça n'aurait rien changé. Et le film est vraiment incroyable. Avec Oblivion, en termes d'imagerie, on était plus dans de la vraie science-fiction. Là, on est plus proche de l'ultra-réalisme d'un documentaire. Et le parallèle avec la réalité n'en est que plus troublant. Les acteurs sont justes, le scénario est bon, c'est très bien filmé, bref, tout est vraiment excellent dans Les Fils de l'Homme. Ensuite, un des films que j'ai préféré cette semaine, même si c'était loin d'être le meilleur en termes de qualité, Des hommes sans loi. C'est un film de mafia en plein cœur de la prohibition des années 20, en Virginie, aux USA. Le film est réalisé par John Hillcoat, celui qui a fait La Route, et le casting est impressionnant. Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke, Jessica Chastain, Guy Pearce, Gary Oldman, bref, ça fait déjà rêver. Bon, après le film, c'est du vu et revu, mais qu'est-ce que j'aime ça. Je suis vraiment très fan de films de mafieux, j'en ai vu beaucoup, et je pense immédiatement en premier lieu aux Parrains, aux Affranchis, à Il était une fois dans l'Ouest, et du coup forcément, le film ne réinvente rien, mais il est beau. Il emprunte des codes partout, mais il les utilise très bien. Au-delà des acteurs qui sont tous exceptionnels et emmenés par un très grand Shia LaBeouf, l'esthétique du film est vraiment très soignée. Il y a une certaine théâtralisation de la violence, une certaine magnification qui rend vraiment très bien. Je parlais de ma précédente vidéo de la différence entre ce que l'on aime et ce qui est de bonne qualité, et là on y est vraiment. Je vois bien que le film n'est pas excellent, mais qu'est-ce que je l'ai aimé. On change maintenant radicalement d'univers ensuite avec La Chute, le film sur les derniers jours d'Hitler dans son bunker. Réalisé par Olivier Hirschbiegel et avec un Bruno Ganz effrayant de ressemblance avec Hitler, ce film est vraiment dérangeant, ça c'est sûr. On peut déjà s'interroger sur la pertinence d'avoir un tel film. Je crois d'ailleurs qu'il a fait scandale, notamment parce que la mort d'Hitler n'est pas filmée, ce qui peut être vu comme une marque de respect mal placée. Personnellement, ça ne m'a pas gêné plus que ça parce que le sujet est traité de manière très objective, ce qu'il fallait faire selon moi. Cela donne un film pesant, perturbant et très réussi. C'est extrêmement intéressant de voir ce monstre de l'histoire qu'on connaît tous pendant 2h30 limite dans un style documentaire, le voir face à la fatalité de son destin, qui se raccroche à son idée de victoire finale,
Et surtout qu'on ne le voit pas en fait depuis son propre point de vue, on le voit depuis le point de vue d'une de ses secrétaires qui l'idolâtre. On revient maintenant à un sujet beaucoup plus joyeux avec le film La folle journée de Ferris Bueller, réalisé par John Hughes. Le film est sorti en 1986 et ça sent bon les années 80, ça sent bon les États-Unis. C'est l'histoire de Ferris Bueller, donc un cancre qui convainc ses parents qu'il est malade et qu'il ne peut pas aller au lycée. Il réussit ensuite à convaincre son meilleur pote et sa copine à sécher les cours avec lui et à passer la journée à Chicago à faire les 400 cours. Pendant ce temps, le professeur du lycée et la sœur de Ferris essaient de prouver qu'il est en train de sécher les cours. Géniale comédie, buddy movie, teen movie, film qui donne la pêche. Au-delà de dire que les acteurs sont géniaux, mention spéciale à Matthew Broderick qui joue Ferris Bueller, que la réalisation est géniale, que l'histoire est géniale, ce film a une énergie folle, une âme rebelle de liberté qui déborde, qui emporte. Et il est vraiment drôle en plus. Après quelques recherches sur le réalisateur, John Hughes, je me suis rendu compte qu'il était un peu le spécialiste des teen movies américains de l'époque, avec notamment Breakfast Club, et ça se ressent vraiment avec La folle journée de Ferris Bueller. Notamment avec sa scène centrale où Ferris prend la tête d'une parade en chantant Twist and Shout pendant que ses amis s'avouent ne pas savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie et qui ne sont intéressés par rien. Bref, ce film est un véritable coup de cœur. Le dernier film que j'ai vu cette semaine est donc Breakfast Club, du même réalisateur. J'avais tellement aimé La folle journée de Ferris Bueller que j'avais envie de me replonger dans le même univers, la même énergie, avec ce film culte dont je connaissais le nom mais que je n'avais jamais vu. Ça parle de 5 lycéens qui se retrouvent ensemble collés tout un samedi après-midi. Ils ne se connaissent pas et semblent totalement différents, mais vont apprendre à se connaître et à se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus en commun que ce qu'ils pensaient. On est encore avec John Hughes, on est encore avec un film sur l'adolescence aux États-Unis qui se passe dans les années 80. 1985, cette fois on remonte le temps. On est encore avec un film culte et on est encore avec un excellent film. On pourrait reprocher, cependant, aux personnages leur côté très archétypaux. On a le sportif, le nerd, le mec un peu barge et un peu criminel, et la folle. Leurs caractéristiques sont assez poussées, et c'est limite trop. Mais c'est pour mieux qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous très semblables, des adolescents paumés qui se donnent un style, souvent en réaction avec la relation qu'ils entretiennent avec leurs parents et la société. Comme La folle journée de Ferris Bueller, on retrouve cette même énergie qui déborde et qui ne sait pas trop vers où elle doit aller. On ressent cette âme, ce désir de vivre, mais de quoi ? The Elder Scrolls V Skyrim est sorti en 2011 et inutile de dire que c'est un jeu culte. Acclamé par les joueurs et la presse comme l'un des meilleurs RPG role-playing game de tous les temps. À sa sortie, je n'avais pas énormément accroché. Mais en 2016 est sortie une édition spéciale avec plus de contenu et de meilleurs graphismes. Et en décembre, j'ai craqué, j'ai sauté le pas et j'ai voulu retester le jeu. Et quelle claque! Comme tous les épisodes de la saga des Elder Scrolls, le jeu se déroule en Tamriel, un monde médiéval de fantasy avec des thématiques matures. On y incarne un inconnu, on crée d'ailleurs notre personnage, son apparence et son background, qui, après avoir héroïquement tué un dragon, donc au passage une race censée être disparue depuis des siècles, et bien ce personnage, il devient un héros, un enfant de dragon au pouvoir extraordinaire. On est donc lâché dans un univers gigantesque. On peut aller partout, parler à tout le monde, les possibilités sont infinies. C'est donc un RPG, un role-playing game, ce qui implique que le personnage que l'on crée est au début de l'aventure peu puissant, a peu de pouvoir, et qui en acquiert au fur et à mesure que l'on joue, en réalisant différentes quêtes. On obtient des pouvoirs, nos différentes statistiques en matière de force, de magie, d'armes et d'armure, etc. augmentent, on obtient donc des compétences, jusqu'à devenir très fort et capable d'affronter tous les monstres les plus redoutables à la fin du jeu. Il y a également une notion de spécialisation. Il y a trop de compétences à acquérir pour les acquérir toutes en même temps, il faut donc choisir qui on veut devenir. Est-ce qu'on veut devenir un mage, un guerrier avec une grosse armure, un voleur silencieux, un archer ? On le comprend, la notion de choix et de liberté est primordiale dans ce genre de jeu. On peut choisir quelle quête faire en premier et comment l'aborder. On peut choisir quelle faction rejoindre. Par exemple, une guerre civile ravage Skyrim, la partie de Tamriel dans laquelle se passe le jeu. Est-ce que l'on préférera rejoindre l'Empire ou les rebelles Sombrage qui veulent redonner son indépendance au nord? Ou est-ce qu'on ne préfère pas rester neutre dans ce qu'on fait? Un peu comme avec Red Dead Redemption 2, on a parfois juste l'envie de se balader pour découvrir ce qui se cache derrière telle montagne, dans telle vallée, dans telle grotte, afin de découvrir de nouveaux personnages, de nouveaux trésors, de nouveaux décors, de nouveaux monstres à dessiner. Le contenu est gargantuesque et l'histoire principale ne doit pas peser grand chose face à l'immensité, face à l'immense nombre de quêtes secondaires et d'activités que l'on peut faire. Dans le genre des activités annexes que l'on peut faire, chasser, pêcher, fabriquer armes et armures, les enchanter, couper du bois, acheter une maison et la décorer, se marier, avoir des enfants.
Toute une économie est bien sûr de mise, et ainsi on pourra vendre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a fabriqué, acheté ou juste trouvé, afin d'acheter du nouvel équipement, et ce à l'infini. Ce jeu est absolument fou. Et quand je commence à y jouer, c'est très dur de m'arrêter. En fait, ce que j'aime le plus dans ce jeu, même plus que l'histoire, c'est l'immersion dans un monde gargantuesque où on a envie de tout découvrir. En plus, le jeu est à la première personne, ce qui renforce encore plus ce côté immersif. De manière générale, et on a pu le voir avec Red Dead Redemption 2, j'adore ces mondes ouverts où on sent qu'ils peuvent vivre sans nous. On sent que le travail fourni est gigantesque et le nombre de détails l'est aussi. C'est également le caractère épique de l'aventure qui apporte beaucoup. C'est la direction artistique, c'est la musique, ce sont ces paysages nordiques, ces montages enneigés et ces plaines infinies. Encore une fois, c'est un jeu que je risque de parcourir encore pendant de très nombreuses heures afin de découvrir tout ce qu'il peut apporter et ça risque de prendre du temps. On revient maintenant à un de mes premiers amours, la musique et plus précisément la chanson française. Je suis passionné de musique depuis très longtemps. Quand j'étais enfant, j'avais deux modèles à la maison. D'un côté, ma mère qui écoutait de la musique classique, et de l'autre, j'avais mon grand frère qui écoutait du rock, du métal et de la chanson donc. Mon père, lui, écoutait peu de musique. C'est donc avec mon grand frère que j'ai découvert Renaud, Biolay et donc Bachung. Bachung, au final, je me suis vraiment mis tard. Mes souvenirs sont assez flous, mais je dirais que quand j'ai vraiment commencé à l'écouter beaucoup, il était déjà mort. Et il fait aujourd'hui partie des artistes qui sont vraiment importants pour moi. J'apprécie pas énormément ce qu'il faisait au début de sa carrière. C'est vraiment à partir de Chatterton, et surtout avec l'imprudence, Fantaisie militaire et Blue Petrol, que je me suis mis à vraiment adorer sa musique. Entre rock, chanson, parfois même proche du slam, avec l'imprudence, même si le mot est sans doute mal choisi. J'ai énormément écouté ces albums qui m'ont vraiment accompagné, m'ont aidé parfois. Ils m'ont rendu triste, heureux. Je regrette vraiment de l'avoir découvert si tard après sa mort. En fin d'année dernière, le 23 novembre pour être précis, est sorti en amont un album posthume. Il est sorti grâce à Chloé Mons, la dernière compagne d'Alain, qui a fait appel à Edith Fambuena, qui avait travaillé avec lui sur Fantaisie militaire et l'imprudence. D'habitude, les albums posthumes, les inédits, les morceaux pas sortis par l'artiste, je les écoute pas. Je pars du principe que si un artiste n'a pas sorti un morceau, c'est qu'il n'en a pas eu envie, et j'aime respecter ça. Je trouve que bien souvent, on veut se faire de l'argent sur d'autres artistes en rallumant la flamme chez les fans, le tout en sortant des morceaux qui n'ont pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à écouter l'album en janvier. Mais je l'ai quand même écouté, parce que c'est Bachung et parce que... Et qu'est-ce que j'ai bien fait. Ces morceaux ont été enregistrés pendant qu'elle préparait Bleu Petrol, son dernier album, sorti de son vivant, et ça se ressent, il y a cette même énergie calme, on sent que ceux qui ont composé les morceaux ont travaillé sur Bleu Petrol, ou ont un style qui se rapproche, comme Dominica par exemple, compositeur d'Immortel, le morceau qui ouvre l'album. Et quel morceau! Déjà les riffs de guitare rappellent beaucoup comme un Lego. Et puis les premiers mots qui ouvrent le morceau, je ne te l'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Et déjà on a les larmes aux yeux, une boule dans l'estomac, c'est tellement incroyable. On est 10 ans après sa mort, et il commence par nous parler d'immortalité. C'est comme s'il prédisait sa propre mort en nous disant de ne pas nous en faire, qu'il ne mourra pas vraiment. Ou comme s'il nous parlait directement de là-haut en nous disant qu'il n'est pas vraiment parti. On peut également le prendre de manière plus littérale, et ça me ramène alors à un amour passé, ça me touche en plein cœur. De toute façon, Bachung a toujours eu un rapport ambigu avec la mort, et son album L'Imprudence pouvait déjà presque sonner comme un faire-part de décès. Dans la même thématique, le morceau Nos âmes à l'abri sonne également comme un appel de l'au-delà, ou dans cette direction. Avec les arcanes, ça rappelle également cet album L'Imprudence dans sa manière de chanter de manière un peu éthérée, comme venue d'outre-tombe. Si l'album n'est pas parfait, qui est un peu inégal, dans son ensemble sublime. Je retiens surtout des morceaux d'Immortel et Elle me dit les mêmes mots, que j'ai déjà dû écouter plus d'une dizaine de fois chacun. Cet album m'a marqué, vraiment, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Ça m'a redonné envie de l'écouter, de le réécouter encore, de réécouter encore Bachung. Quelque part, cet album m'a rendu aussi triste, mélancolique qu'heureux, et ça fait du bien. La voix de Bachung résonne une nouvelle fois, avec sa voix et sa manière de chanter particulière, avec sa beauté, sa poésie parfois cryptique, mais immense. On finit cette période comme on l'a commencé, avec un film, et cette fois-ci au cinéma. À côté de chez moi, à Rennes, j'ai la chance d'avoir un cinéma d'art et d'essai qui s'appelle l'Arvor, qui ne propose pas uniquement que des films d'art et d'essai. Ils font souvent des projections exceptionnelles de films cultes, anciens. Ils font notamment des projections un dimanche soir par mois, intitulées « Le film du dimanche soir ». Les films du dimanche soir, ce sont ces films qu'on connaît, qu'on a vus et revus, qu'on ne se lasse jamais de voir régulièrement chez soi, tranquille, sous la couette, pour combattre le blues du dimanche soir. Ce sont des films qui, on le sait, vont nous remonter le moral, quelles que soient les circonstances. J'y suis allé donc le dimanche 13 janvier pour redécouvrir Piège de cristal, le premier film de la saga Die Hard, réalisé par John McTiernan, et avec évidemment Bruce Willis dans le rôle de John McClane.
cet incroyable policier new-yorkais qui se retrouve à Los Angeles, dans un immense immeuble, à essayer de retrouver son ex-femme alors qu'une bande de terroristes menée par Hans Gruber, joué brillamment par Alan Rickman, investit les lieux. Même si j'apprécie beaucoup la saga, et notamment son premier volet, au final je ne les ai pas tous vus et pas tellement. J'ai seulement vu le premier une fois, le deuxième une fois également, et le quatrième. Donc vraiment c'était seulement la deuxième fois que je voyais Piège de cristal, ce qui voulait dire que je me rappelais à peu près de l'histoire, mais que j'ai pu vraiment redécouvrir le film, véritablement, et dans les meilleures conditions possibles. Et quel pied de voir ce film sur grand écran. Déjà, j'aime vraiment aller au cinéma. J'adore ce genre de lieu, qu'on parle d'un multiplex ou d'une petite salle d'art et d'essai. L'atmosphère me fascine, les sièges rouges, la salle plongée dans le noir, la cabine des projectionnistes. Étant passionné de cinéma, c'est normal que je me sente si bien dans un de ces temples. Du coup, voir dans un cinéma un film comme Piège de cristal, c'était incroyable. Ce film, c'est un monument du film d'action des années 80 qui a redéfini un genre, et on comprend pourquoi. L'un des principaux atouts du film est bien sûr son personnage principal, John McClane, le policier modèle sans peur et sans reproche. Celui qui se sacrifie pour son métier, quitte à utiliser des méthodes peu conventionnelles afin d'arriver à ses fins, mettre hors d'état de nuire les bad guys, quels qu'ils soient et peu importe leur nombre. L'autre atout principal de ce film est sa réalisation. Elle est tout simplement parfaite, les scènes d'action sont incroyables et tout le film est vraiment bien réalisé. Les plans sont beaux. En plus, Piège de cristal a vraiment ce charme si particulier des films d'action des années 80. Ainsi, voir ce film dans une salle de cinéma était vraiment une expérience géniale, et c'était particulièrement intéressant de le voir dans ce genre de salle qui promeut plutôt les films d'auteur et les films d'art et d'essai. Cela prouve bien que le film n'est pas qu'un film d'action décérébré, et qu'il a une vraie valeur artistique.